Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire 5 règles essentielles pour un déploiement réussi de votre flotte Apple. Déjà un grand merci de vous joindre à nous. Tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions et réponses si vous nous regardez en direct et nous y répondrons à la fin de cette session. Pour ceux qui ne nous regardent pas en direct, ce webinaire est enregistré et nous partageons évidemment l'enregistrement avec tous les participants peu après la fin du webinaire. Alors si toutefois nous ne répondons pas à toutes vos questions, nous vous contacterons avec les réponses par la suite, mais vous pouvez également nous contacter à france@jamf.com et vous serez rapidement mis en contact avec quelqu'un de chez Jamf en français. Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu Castel, je suis Senior Systems Engineer en France pour Jamf. Dans cette session, on va passer en revue donc 5 règles essentielles que vous devriez respecter, ainsi que 5 points à éviter en ce qui concerne le déploiement de vos appareils Apple. Alors après cette session, normalement, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour réussir votre prochain déploiement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais commencer par un bref aperçu de qui est Jamf et donc vous présenter notre activité et qui nous sommes. Pour commencer, alors j'aimerais d'abord introduire Jamf en vous expliquant comment nous pouvons vous aider. Jamf, la mission est de réussir aider les organisations à réussir avec Apple. Des organisations de tout type, dont des universités, des écoles, des centres de recherche, des entreprises, des petites, des grandes entreprises, et même des hôpitaux également. Et nous faisons cela depuis maintenant plus de 20 ans. Donc on est très fiers de servir nos clients depuis toutes ces années. Alors, tout cela se fait à travers notre offre qu'on appelle l'Apple Enterprise Management. Nous avons à l'origine une offre plutôt MDM historique qui s'est développée sur une plateforme de gestion de l'écosystème Apple en entreprise. Nous proposons un catalogue de sessions qui sont dédiées à l'entreprise, d'ailleurs pas qu'aux entreprises, mais pour gérer les appareils Apple au sein de vos organisations. Mais au-delà de ça, Jamf, c'est la seule entreprise qui automatise l'ensemble du cycle de vie des appareils Apple au sein des organisations, que ce soit pour le déploiement, la gestion, la sécurité, et ce sans dégrader l'expérience de l'utilisateur final, ni exiger que le service IT n'ait à intervenir physiquement sur l'appareil. Pour ce faire, Jamf préserve une expérience Apple native et cohérente, attendue par les utilisateurs, tout en respectant les exigences de sécurité, de conformité et de confidentialité de l'entreprise. Alors, ce qu'on va aujourd'hui aborder lors de ce webinaire, c'est comment on va pouvoir gérer au mieux les best practices que l'on peut faire pour gérer au mieux les appareils et les erreurs à éviter. Ce qui est important de noter également, c'est que notre plateforme, intégrée au programme de déploiement Apple, permet par exemple d'automatiser l'inscription, la configuration personnalisée afin d'utiliser et d'obtenir une expérience évolutive et ce que l'on appelle Zero Touch, j'y reviendrai tout à l'heure. Le dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est que Jamf vous aide à protéger les appareils ainsi que la vie privée de vos utilisateurs. Vous avez donc une meilleure visibilité et une analyse des données sur l'ensemble de vos appareils Apple. Qui nous fait confiance aujourd'hui? Jamf aide de plus de 60 000 entreprises, écoles, hôpitaux à travers le monde. Les plus importantes font confiance à Jamf et nous comptons parmi nos clients les 10 plus grandes banques américaines par exemple, 7 des 10 principales entreprises technologiques entre autres choses. Et pourquoi est-ce que tous ces clients nous choisissent? Parce que nous avons près de 20 ans d'expérience sur le marché Apple et nous évoluons aux côtés d'Apple. De plus, nous offrons une expérience produit globale qui est axée sur l'écosystème Apple, mais qui s'intègre néanmoins dans votre environnement existant grâce aux nombreuses intégrations que notre marketplace offre. De plus, quand on parle de ces intégrations avec Apple, les solutions Jamf sont compatibles avec les nouveaux systèmes d'exploitation, les nouveaux OS, dès le premier jour de leur disponibilité. On peut le prouver depuis 2012, puisque nous prenons en charge les versions macOS, iOS et plus récemment tvOS et iPadOS dès le premier jour.
Bien entendu, nous ne sommes rien sans nos clients, et la communauté Jamf Nation en est la preuve. C'est une communauté en ligne, sous la forme d'un forum, qui abrite plus de 100 000 personnes spécialisées dans l'informatique Apple, qui apprennent les unes des autres, discutent des meilleures pratiques, et ont accès à une multitude de ressources et d'outils tiers. Pour finir, Jamf offre également d'autres services pour vous aider à réussir avec Apple. On a par exemple des Pro Services qui proposent des services sur place ou à distance pour adopter Jamf dans votre environnement. Nous proposons également des formations et des certifications animées par notre équipe de formation. Vous pouvez devenir ainsi un expert de Jamf et élargir votre éventail de compétences. Et enfin, nous disposons d'une équipe de support mondiale dans plusieurs langues, même en français, et nous proposons même une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via nos formules d'assistance premium. Passons maintenant à ce qui m'amène aujourd'hui, en commençant par les 5 choses que vous devriez faire dans vos déploiements d'appareils Apple. La première chose à faire, c'est de vous inscrire à Apple School ou Apple Business Manager. Ça peut paraître évident, hein. Certains d'entre vous se demandent peut-être finalement ce qu'est Apple School ou Apple Business Manager. En fait, c'est un portail web pour les administrateurs IT qui offre un moyen rapide et simplifié de déployer des appareils Apple dans votre organisation. Ce service est fourni par Apple et il intègre 2 principaux éléments dans ce portail. La première partie, c'est l'enregistrement automatisé des appareils. Ça vous permet d'enregistrer automatiquement les appareils que vous avez achetés auprès d'Apple ou auprès d'un revendeur agréé dans un MDM, simplement en passant par l'assistant d'installation, le Setup Assistant de macOS, et qui est vraiment extrêmement simple à utiliser. Donc, tous vos appareils se retrouvent dans Apple Business ou Apple School Manager, et vous pouvez ensuite les connecter à votre MDM, et automatiquement, ces appareils vont s'enregistrer. Le deuxième élément, c'est l'achat en volume. Ça vous permet de télécharger des applications gratuites ou d'installer et d'acheter des applications payantes sur l'App Store afin de les déployer à vos utilisateurs finaux sans avoir besoin d'identifiant Apple ID. Ça signifie qu'aucun identifiant n'est nécessaire pour ces utilisateurs et donc c'est moins de démarches pour eux et au final c'est des utilisateurs qui sont plus heureux. Donc pour résumer, Apple School ou Apple Business Manager, une fois qu'il est mis en place, vous avez l'achat des appareils jusqu'au moment où ces appareils vont aller entre les mains des utilisateurs finaux. Ceci passe par l'assistant de configuration pour que ces appareils soient gérés. Et enfin, ils disposent de toutes les applications dont ils vont avoir besoin. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre étape et c'est extrêmement simple. Vraiment, Apple Business, Apple School Manager simplifie l'expérience de déploiement et de gestion des appareils Apple au sein de votre organisation. Et Jamf, prend en charge ces services, ces 2 services, que vous soyez une entreprise ou une école. Alors le deuxième point, qui est lié finalement à Apple School et Apple Business Manager, et notamment à la distribution des applications, vous savez que vous devez distribuer ces applications, mais ces applications, quelque part, n'ont pas forcément la même façon de se comporter sur vos appareils. Donc ce qui est important, et ce qu'on peut vous donner comme conseil, c'est de déterminer à l'avance les logiciels dont vos utilisateurs vont avoir besoin, et de fournir la configuration et la technologie nécessaires pour que vos utilisateurs puissent travailler quelque part sans couture. Pendant que vous établissez cette liste de logiciels dont vous allez avoir besoin, réfléchissez, prenez en compte d'autres éléments autres que de quel logiciel mes utilisateurs ont besoin. Donc la première question que vous devez vous poser, est-ce que finalement, quand je vais installer mon logiciel, je vais avoir ce type de fenêtre qui va apparaître? Si c'est le cas, ça nécessite d'ouvrir les préférences de confidentialité et de sécurité pour autoriser une System Extension, une extension de système. Alors déjà, essayons de comprendre ce qu'est une extension de système. Une extension de système, c'est un petit élément de logiciel qui nécessite d'être autorisé explicitement par les utilisateurs pour que ce logiciel, cette application, puisse fonctionner. En tant qu'administrateur, il y a 2 choses. On ne veut pas que, les utilisateurs aient la possibilité de permettre à ces extensions de fonctionner, parce que ces extensions ont accès à des couches bases du système qui peuvent potentiellement mettre en risque la sécurité des appareils de votre entreprise.
Et en même temps, s'ils ne le font pas, eh bien, le logiciel ne fonctionnera pas. On ne veut pas non plus que nos utilisateurs aient des petites fenêtres supplémentaires. Ce que l'on veut en tant qu'administrateur IT, c'est que les choses soient extrêmement simples. Donc déployer un utilisateur sans interaction avec l'utilisateur, c'est la clé. Donc on a une solution qu'on peut mettre en place, c'est de déployer un profil de configuration qui approuve automatiquement ces extensions. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire avec Jamf et notamment Jamf Pro. Alors de manière similaire, mais de manière un petit peu différente, alors ça ressemble énormément, mais vous avez peut-être vu des fenêtres comme celle-ci lors de l'installation d'un logiciel. Elles sont liées en fait au cadre de sécurité étendu d'Apple qu'on appelle le Transparency Consent and Control, TCC, dans lequel les utilisateurs doivent accorder au logiciel, à l'application, l'accès dont celle-ci va avoir besoin pour fonctionner correctement. Ça fonctionne à peu près de la même manière que les extensions de système. Si les utilisateurs n'approuvent pas ces petites fenêtres, ces petites invites de commande, le logiciel ne peut pas fonctionner comme souhaité. Donc, pour faciliter la vie de nos utilisateurs, on va devoir déployer un profil qui va contrôler les préférences de confidentialité afin d'autoriser ou de refuser automatiquement aux applications l'accès dont elles ont besoin. On peut imaginer des accès aux préférences d'accessibilité, à l'ensemble des événements système, à l'ensemble des documents et des données, ou même à l'accès à la caméra ou au microphone. Certaines extensions peuvent être complètement approuvées et certaines extensions peuvent être refusées, comme par exemple la caméra ou le microphone. Alors, un excellent outil pour configurer tout ça, parce que ça peut être un petit peu compliqué à mettre en place, il s'agit de l'utilitaire PPPC Utility. Cet utilitaire vous permet de construire facilement des profils PPPC. Donc PPPC, ce sont ces petites fenêtres de préférence de confidentialité. Il suffit de faire glisser l'application dont vous avez besoin dans cet outil, ce petit outil que l'on voit ici affiché à l'écran, de choisir l'application ou le service auquel l'application doit accéder, puis de créer le profil pour pouvoir le déployer auprès de vos utilisateurs finaux. C'est extrêmement simple à utiliser, et puis si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez télécharger cet outil génial, vous trouverez un lien juste en dessous de cette diapositive qui s'affiche jamf.it/pppc-utility. Alors la dernière chose à prendre en compte, bien entendu, c'est le matériel sur lequel ces différentes applications vont s'exécuter, et ce qui m'amène au point suivant. Alors, quels sont les types d'appareils, quels sont les types de Mac vos utilisateurs vont utiliser au quotidien? Est-ce qu'ils vont utiliser des Mac traditionnels avec des puces Intel, ou bien la nouvelle puce M1 d'Apple? M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra même. Comme vous le savez peut-être, Apple a introduit des nouveaux Mac dotés de ses propres processeurs, ce qui a constitué une avancée considérable, majeure pour le Mac, mais ces processeurs s'accompagnent de nouveaux obstacles à surmonter. Et l'un d'entre eux, particulièrement important, c'est la réflexion sur les logiciels, sur les applications que nous déployons sur nos Mac. Les logiciels tels qu'ils ont été conçus depuis des années sur Mac l'ont été avec le processeur Intel en tête, depuis 2005. Imaginez, ça fait presque 17 ans que Intel est présent dans les appareils Apple. Mais maintenant, les éditeurs de logiciels doivent aussi prendre en compte à la fois les processeurs Intel, qui existent encore, il y a toujours dans la nature des Mac Intel qui sont utilisés par une grande part des utilisateurs, et donc ces développeurs doivent continuer à prendre en compte à la fois le processeur Intel, mais aussi les puces M1 qui gagnent énormément en popularité auprès des utilisateurs. Alors selon le logiciel que vous allez utiliser, il se peut que le développeur n'ait pas encore créé son logiciel pour qu'il fonctionne avec la puce M1. Peut-être que ce logiciel n'est pas encore compatible avec les nouveaux Mac Apple Silicon. Et donc cette application ne sera pas utilisable sur un Mac, enfin ne sera normalement utilisable que sur un Mac équipé de processeur Intel. Cependant, il existe une solution qui vous permet de continuer à faire exécuter ce logiciel sur les Mac équipés de nouvelles puces Apple M1, même s'il n'a pas été développé pour ces Mac M1. Et cette solution s'appelle Rosetta. Vous pouvez installer Rosetta sur vos Mac pour vous assurer que tout logiciel conçu uniquement pour processeur Intel puisse fonctionner sur vos Mac M1.
Et si vous essayez d'installer un logiciel conçu uniquement pour le processeur Intel et que Rosetta n'est pas installé, vos utilisateurs vont voir cette petite fenêtre que je affiche actuellement à l'écran, mais que en tant qu'administrateur de Mac, on cherche à éviter. On cherche à éviter toute fenêtre qui ralentirait l'utilisateur dans ses tâches et qui donnerait une sorte de pouvoir IT aux utilisateurs. Et donc, c'est quelque chose vraiment qu'on cherche à éviter. On veut également minimiser ces petites fenêtres que nos utilisateurs reçoivent, de manière aussi à maximiser l'expérience utilisateur. En bas de cette diapositive, vous voyez une commande. Cette commande, j'ai été un petit peu vite, cette commande, USR has software update -install -rosetta -agree to license, eh bien, elle va permettre d'exécuter, on peut l'exécuter par le biais d'un script, ou même une commande à distance, que les applications Intel fonctionnent sans que cette fenêtre s'affiche. Donc dès que cette commande a été exécutée et que Rosetta a été installée sur le Mac, vous pourrez installer des logiciels Intel, pensés pour Intel, sur vos Mac M1, et donc ça fonctionne comme avant. Alors il est vraiment important d'avoir également, là on sort on va dire un petit peu de la technique, et on va rentrer plutôt dans quelque part la planification. Et c'est vraiment important d'avoir un plan d'action sur la façon dont vos appareils vont arriver entre les mains des utilisateurs finaux. Et notamment, il y a un point important à prendre en compte. Comment vous allez mettre en place et déployer ces appareils auprès de vos utilisateurs finaux. Donc il y a deux approches. Il y a une approche qu'on appellerait plutôt hands-on et une approche qu'on appellerait plutôt hands-off, ou que nous on aime bien appeler chez Jamf zero touch. Alors pourquoi zero touch? Est-ce que vous touchez vos appareils ou est-ce que vous, quelque part, vous les configurez vous-même avant de les remettre aux utilisateurs finaux? Donc en gros, quand un Mac arrive au sein de l'entreprise, vous ouvrez la boîte, vous installez les profils, les logiciels, tout ce dont l'utilisateur va avoir besoin, vous allez l'enrôler dans votre serveur MDM en passant par Safari par exemple, et si c'est le cas, eh bien vous allez devoir nécessairement établir un plan sur la façon dont les appareils sont configurés. Combien d'appareils, combien de temps il faut pour les configurer, et ce afin de créer un calendrier approprié pour s'assurer que les appareils seront prêts dans les mains des utilisateurs quand ils en auront besoin. Ou alors, autre possibilité, peut-être que vous envisagez de donner ces appareils directement aux utilisateurs. Peut-être que vos utilisateurs ne sont en télétravail et que vous souhaitez qu'ils configurent eux-mêmes leurs appareils. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience Zero Touch. Si c'est le cas, on vous met en place un processus qui permet de gérer, de configurer et de rendre prêt à l'emploi ces appareils, de sorte qu'à l'ouverture, il n'y ait pas d'étape 3, comme on dit, donc l'utilisateur ouvre la boîte, allume la machine, et il n'y a pas d'étape 3, la machine se configure automatiquement. Donc ça, c'est l'expérience Zero Touch. Et quelle que soit la voie que vous allez choisir, vous devez planifier pour garantir que votre déploiement se fera dans la douceur. Alors revenons à un point plus technique, et on va parler maintenant de sécurité. La sécurité, ça devrait être dans toutes et tous les esprits, et ça devrait être la priorité de toutes les entreprises et de tous les départements IT. On veut bien sûr nous assurer de la sécurité des appareils dès qu'ils sont entre les mains des utilisateurs. À l'instant même où un utilisateur met les mains sur un appareil, il doit avoir une expérience complètement sécurisée afin de protéger contre toute fuite de données personnelles ou confidentielles. Et voici quelques moyens pour sécuriser vos appareils. Le premier, il peut paraître évident, mais c'est le chiffrement de vos données en utilisant 5Vault. On a également les exigences de mots de passe qui peuvent être importantes. Donc voilà, donc 5Vault, vous pouvez l'activer directement depuis les préférences système, mais avec Jamf, vous pouvez aussi l'activer automatiquement par le biais d'un script, d'une règle ou même d'un profil de configuration. Donc le deuxième point, c'est le mot de passe, et notamment les exigences de mot de passe. Donc vous pouvez configurer ces exigences de mot de passe des appareils de vos utilisateurs qui devraient être protégés par un mot de passe fort, et pour ce faire, eh bien, nous fournissons directement dans Jamf Pro tous les réglages et tous les paramètres pour forcer l'utilisation de mots de passe, la complexité de celui-ci, s'il doit avoir une valeur alphanumérique, s'il doit avoir une certaine longueur, et donc tout ça est configurable directement depuis Jamf Pro.
Et enfin, le dernier point, ce sont les paramètres d'écran de veille et de mot de passe lorsque les utilisateurs ne sont pas près de leur Mac. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, à négliger, mais pourtant c'est très important, parce que si l'utilisateur s'éloigne de son Mac, eh bien, potentiellement, un utilisateur qui va s'approcher va pouvoir s'en servir sans avoir à rentrer de mot de passe. Et donc pour faire ça, vous avez la possibilité de préconfigurer directement dans Jamf pardon, les réglages de l'économiseur d'écran, et donc faire en sorte que, par exemple, l'économiseur d'écran s'affiche après 5 minutes et que le mot de passe soit exigé pour déverrouiller l'économiseur d'écran. Et ça, c'est vraiment un point important de la sécurité. Bon, comme disait quelqu'un de très célèbre, one more thing, une chose un petit peu supplémentaire à évoquer aujourd'hui, et il s'agit du redéploiement. Alors ça, c'est un gros sujet, qui a été un petit peu simplifié depuis les dernières versions de macOS Monterey, avec une fonctionnalité qui s'appelle effacer tous les contenus et réglages, erase all contents and settings en anglais. Sur iOS, jusqu'à présent, il était extrêmement simple d'utiliser cette fonctionnalité, effacer tous les contenus et réglages, pour réeffacer complètement un Mac. Pour effacer un appareil iOS, que ce soit un iPhone ou un iPad. Et donc sur Mac, maintenant, si l'on va dans les préférences système du Mac, et que l'on clique sur le bouton effacer les contenus réglages, eh bien le Mac va s'effacer, et vous êtes maintenant prêt à le donner à un utilisateur final. Une commande MDM existe par ailleurs dans Jamf, et cette commande MDM va lancer la fonctionnalité d'effacer tous les contenus et réglages, va effacer tous les utilisateurs, et le Mac est prêt à être utilisé pour un autre utilisateur. Donc ça c'est super. Mais on est bien conscient que ça ne fonctionne qu'avec les nouveaux Mac équipés de puces Apple T2 ou supérieures, et notamment les puces Apple Silicon. Alors, comment faire pour les Macs qui ne sont pas équipés de ces puces Apple Silicon ou de puces Apple T2 ? Et donc pour ça, on fournit un système qui s'appelle StartOS Install Erase Install, qui est disponible directement intégré dans l'installeur de macOS. C'est une petite commande qui va directement réinstaller tout le système macOS. Pour s'en servir, il faut mettre en place un script, et ce script implique également le téléchargement automatique de l'installeur macOS. C'est un workflow un petit peu complexe à mettre en place, mais rassurez-vous, on vous a mis en place une ressource qui s'appelle jamf.it/eraseinstall, un article de blog qui est également disponible en français, et qui vous guide pas à pas sur la marche à suivre pour mettre en place ce système, pour réinstaller très facilement des Macs équipés de versions antérieures à macOS Monterey, par exemple Big Sur ou Catalina, et donc vous permettre de gagner énormément de temps pour réinitialiser, reprovisionner un Mac dès qu'un utilisateur le rend et que vous souhaitez le réattribuer à un autre utilisateur, ou simplement le réinstaller complètement pour résoudre un incident, par exemple. Donc, comme j'ai évoqué, vous avez besoin nécessairement de l'installeur de macOS. Donc ici, par exemple, on a Install macOS Big Sur. Et cet installeur contient la petite commande que j'ai citée, donc qui est dans les ressources, qui est ici dans StartOS Install. Et vous pouvez exécuter cette règle. Et vous avez d'ailleurs un flag Usage qui inclut également Erase Install, Agree to License, Force Quit Apps et New Volume. Donc ces différentes commandes, ces différents flags vous permettent de réeffacer et de faire toute l'opération de manière magique, entre guillemets. Agree to License permet d'éviter d'avoir des fenêtres utilisateurs et d'avoir un processus complètement automatisé. Force Quit Apps permet, comme son nom l'indique, de quitter de manière forcée les applications qui seraient en train de tourner pour éviter de bloquer l'installation. Et enfin, New Volume Name permet de repartitionner ou renommer la partition Macintosh HD pour pouvoir réinstaller macOS en un clic. Voilà un exemple de commande d'ailleurs, en cumulant ces différents flags, donc Erase Install, Agree to License, Force Quit Apps et New Volume Name. Voilà, donc on a fait les 5 best practices, maintenant regardons les 5 erreurs à éviter. Alors la première erreur, et alors ça je le vois vraiment trop souvent, c'est tout ce qui est associé à VPP. Donc VPP, c'est le programme d'achat en volume des applications, on en a parlé au tout début, et donc vous pouvez connecter Jamf ou des MDM avec VPP. Et ça c'est super parce que du coup, vos licences sont intégralement associées à un MDM. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que, ou ce que l'on a tendance à oublier, c'est que un site
une location, un emplacement dans Apple Business ou Apple School Manager, est associé à un seul et unique token VPP. Et le problème, c'est que, on le voit ici, pour les tokens VPP, eh bien, vos utilisateurs vont recevoir les applications qui sont liées au MDM qui est associé à ce site. Donc si vous avez un seul MDM, par exemple Jamf Pro, pas de problème, toutes vos applications sont associées à ce site et sont associées à Jamf Pro. Mais si vous avez plusieurs MDM, ou si vous passez d'un MDM précédent à Jamf Pro, ce qui serait une excellente idée d'ailleurs, eh bien, vous allez migrer ce jeton VPP. Mais le résultat de cela, c'est que eh bien, vos utilisateurs vont recevoir des fenêtres qui vont les inviter à saisir leur compte Apple ID, parce que le nouveau MDM va tenter de s'approprier la propriété de ce jeton MDM, et donc les licences seront déprovisionnées de votre ancien MDM, et de ce fait, eh bien, ces deux MDM qui pourtant ont chacun un jeton VPP valide, qui est exactement le même des deux côtés, eh bien, seront en compétition. Et donc vous allez avoir des incohérences, des problèmes de déploiement de vos applications, des fenêtres intempestives qui vont s'afficher pour les utilisateurs. Et donc, pour cela, ce que l'on vous propose de faire, pour éviter ces problèmes de conflit, quand vous mettez en place un nouveau MDM, on vous recommande de créer un deuxième site, qui peut avoir peut-être le même nom, mais qui a un autre jeton VPP, et sur lequel vous allez bien pouvoir différencier. Ce sont des licences qui sont associées à un site, et des licences d'application qui sont associées à un autre site. Et par la suite, vous pourrez déplacer vos licences d'un site vers un autre site et les reprovisionner à vos utilisateurs. Donc ça permet vraiment d'éviter les problèmes de migration, et donc vous pouvez à nouveau uploader vos jetons vers vos nouveaux MDM et voir vos applications se déployer sans problème. Donc ça, c'est une première erreur à éviter, surtout quand on fait des migrations d'un MDM vers un autre. Et d'ailleurs, ce problème-là peut intervenir quand on ne fait pas attention à son processus de migration et quand quelque part on veut aller un petit peu trop vite. Ce point-là n'est pas technique, mais je l'ai trop souvent vu malheureusement dans les projets. Parfois, c'est vrai que c'est stressant. Il peut y avoir des échéances très courtes. On peut se dire, il faut absolument que mon projet de déploiement, de gestion de mes appareils Apple soit livré dans 2 semaines. Et là, du coup, c'est le pire moment, puisque du coup, on va faire n'importe quoi. On va faire en fait une configuration des appareils un peu à la va-vite pour les distribuer rapidement. Et alors, c'est très important de souffler pour tout déploiement, de planifier bien à l'avance et de ne pas se précipiter. D'avoir vraiment une vision gestion de projet. On va pas manquer de pièces du puzzle ou négliger des étapes cruciales, parce qu'on pense que le plus important, c'est très très vite de déployer des appareils, de les donner à tous les utilisateurs. Non, vos utilisateurs, s'ils voient que ça marche pas, ils vont pas adhérer à votre projet, ils vous rendront les appareils, ou alors ils ouvriront des tickets et ils vont vous polluer. Donc prenez votre temps, créez des workflows, réfléchissez bien à qu'est-ce qui se passe si, par exemple, mon mot de passe expire? Qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin d'une nouvelle application? Qu'est-ce qui se passe si j'ai oublié mon mot de passe? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un virus qui apparaît sur mon appareil? Réfléchissez à tout ça, créez vos workflows et essayez de faire le mieux dès le premier coup. Et pour ça, un MDM comme Jamf Pro peut vraiment vous aider à mettre en place et poser. Vous avez vraiment tous les outils pour créer des workflows complètement sur mesure par rapport à votre projet. Alors le troisième point, il est lié quelque part à une dérive que l'on voit également très souvent. C'est une dérive quelque part liée à la volonté de vouloir tout contrôler, de vouloir tout sécuriser. C'est très bien. Je pense qu'il faut effectivement tout sécuriser, mais contrôler vraiment que ce dont vous avez besoin. Même si vous voulez tout verrouiller, même si vous voulez tout sécuriser, vous devez être conscient de ce que vous infligez à vos utilisateurs finaux quelque part, de ce que vous enlevez en termes d'expérience. Vous ne voulez pas verrouiller vos appareils au point d'empêcher les utilisateurs de faire leur travail ou de les priver de leur expérience utilisateur. Et vous ne voulez pas non plus que vos utilisateurs créent constamment des tickets d'assistance à cause de ça, à cause du fait que vous avez enlevé une fonctionnalité, que vous la contrôlez vous-même, sauf que vos utilisateurs en ont besoin. Et donc, ils vont se retourner vers vous et ils vont vous demander de les débloquer, de les déverrouiller et vous serez pollué. Donc il est très important de trouver quelque part un équilibre entre la sécurité et la productivité
vraiment de ne pas bloquer le travail de vos utilisateurs, tout en permettant à vos utilisateurs de profiter de leurs appareils. Ce qui est important, c'est de préserver l'expérience Apple, d'éviter d'avoir des usernames et passwords partout, et d'avoir une expérience sans couture. Et donc, en parlant de cette expérience, Apple a fait un excellent travail pour rendre ces appareils qui sont très intuitifs, très conviviaux, mais ça ne suppose pas, on ne peut pas présupposer que tout le monde sait comment utiliser un Mac, un iPhone, un iPad, même si c'est fabuleux, dès qu'il est entre ses mains. Peut-être que vos utilisateurs viennent d'autres plateformes, peut-être qu'ils viennent de Windows, d'Android, et qu'ils ont l'expérience de ces appareils. Et vos utilisateurs ne sont pas tous des informaticiens, c'est pas forcément naturel pour eux de passer sur un Mac. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'est le Finder, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'est les préférences système, comment je vais pouvoir gérer 5V, tout ça, ils n'en ont pas conscience. Et donc, ce qui est très important, c'est une formation de base sur l'utilisation de l'appareil. Ou quelque chose qui soit très simple, un petit guide, quelques pages, quelques PDF, comment apprendre à connaître votre appareil. Vous le mettez à disposition en libre service. D'ailleurs, vous pouvez même utiliser l'application self-service. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Ils utilisent l'application self-service qui est proposée par Jamf pour mettre en place un petit guide, un petit e-book avec des petites vidéos tutoriels qui sont à disposition pour apprendre à vous servir des appareils. Une sorte de guide d'onboarding pour les nouveaux utilisateurs d'Apple et créer la meilleure expérience possible pour l'utilisateur. N'oubliez pas également qu'Apple fournit des ressources, fournit des guides, notamment l'application Astuces qui est disponible sur iPhone, et on a tendance à l'oublier, mais elle fournit des super informations à vos utilisateurs, surtout les nouveaux qui n'ont pas d'expérience des appareils Apple. Ce qui peut être aussi très utile pour vraiment les plus réfractaires aux technologies Apple, une petite formation, 1 heure, pas plus, voire peut-être une demi-journée pour ceux qui ont vraiment des difficultés ou qui ont besoin d'apprendre à maîtriser les appareils. La conduite du changement, c'est extrêmement important pour la réussite de votre projet. J'en ai mené quelques-uns des projets avec de la conduite du changement par le passé, et la formation, c'était vraiment une étape clé du déploiement de mes appareils Apple au sein de mon organisation. Et puis, le dernier conseil que je peux vous donner, surtout quand vous allez préparer le déploiement de vos appareils Apple, c'est ne sautez surtout pas l'étape des tests. Faites votre recette. Testez toujours vos déploiements du début à la fin. Et ça, pour le coup, limite, si vous pouvez vous entourer de personnes externes qui vont être dédiées que aux tests de vos applications métiers, de vos cas d'usage sur vos appareils, sur vos iPads, sur vos Macs. Testez vos déploiements du début à la fin. Assurez-vous que vos appareils soient correctement inscrits, par exemple, qu'ils soient correctement enrôlés, que toutes vos applications soient bien installées, qu'il n'y a pas de prompt bizarre ou d'éléments manquants. Et même si vous avez hâte de mettre vos appareils en service, de les donner entre les mains de vos utilisateurs, commencez toujours par tester. Et ça vous permettra de vous assurer que vos utilisateurs auront la meilleure expérience possible dès lors qu'ils recevront leur appareil. Et pour ce qui est des tests, quelques meilleures pratiques, quelques best practices qui consistent à tester les différentes versions d'OS, quelques différentes versions de matériel. Peut-être que vos utilisateurs auront un iMac et un iPad ou un MacBook Pro et un iPhone, certains seront sur macOS Monterey, d'autres seront sur macOS Big Sur, avec des versions différentes de systèmes d'exploitation. Ce que l'on peut conseiller, c'est d'essayer d'uniformiser le plus possible pour éviter ces angles morts, mais testez quand même des configurations différentes, testez les cas d'usage dans des versions de système différentes, et peut-être que vous verrez des problèmes apparaître qui ne sautent pas aux yeux quand vous silotez vos tests avec un seul et unique cas d'usage. Ensuite, on vous conseille de faire des pilotes, des petites phases de POC, de commencer petit, de ne pas faire tout de suite un big bang de déploiement à vos utilisateurs. Commencez par un petit groupe d'essai, puis passez à un groupe un peu plus important, un groupe de pilotes. Par exemple, si vous avez 1000 utilisateurs, vous commencez par 10 utilisateurs, vous faites régulièrement des petites sessions, vous les contactez, vous faites un petit groupe iMessage par exemple, un petit groupe WhatsApp, et ou un petit canal sur Teams ou sur Slack par exemple, et puis vous essayez de discuter avec eux, vous reprenez leur retour, ils vont également vous enrichir, ils vont vous permettre d'améliorer l'expérience, et ensuite, petit à petit, vous montez sur vos 100 utilisateurs, puis vous généralisez auprès de l'ensemble de vos utilisateurs, et croyez-moi, vous aurez des résultats bien plus satisfaisants.
Et puis parfois, lorsqu'on teste, on a tendance à rester bloqué dans un même état d'esprit et demander à quelqu'un d'autre d'extérieur à vous, quelqu'un qui n'a pas votre vision, qui n'est pas la tête dans le guidon quelque part, ça vous donnera une nouvelle vision et ça vous permettra également d'apporter des nouvelles idées qui vous permettront d'enregistrer votre workflow et de le rendre également plus efficace. C'est important également de travailler en équipe pour vous permettre d'avoir la meilleure expérience possible et une vision neuve à chaque fois. Voilà pour ces 5 points positifs et négatifs, ou ces 5 recommandations et ces 5 erreurs à éviter. Récapitulons donc ces différentes erreurs. La première, c'est il est très important d'inscrire vos appareils à Apple Business et Apple School Manager, ou au moins de vous inscrire au programme d'achat en volume des applications. Deuxième point, de bien réfléchir à vos logiciels et d'éviter le maximum de prompts et de petites fenêtres qui vont polluer l'expérience utilisateur en utilisant les règles d'extension système ou des règles de PPPC pour éviter ces problèmes de logiciels de compatibilité. Prendre également en compte le matériel qui compose la flotte, et notamment si vous avez des appareils qui sont équipés de puces Apple Silicon M1 ou de puces Apple Intel, ou les deux, et donc de bien différencier les deux. Enfin, de sécuriser vos appareils, d'activer 5V, les règles de mot de passe, et ainsi que les règles de l'économiseur d'écran. Et puis, de réfléchir, c'est notre one more thing, de réfléchir à votre stratégie de redéploiement. C'est vrai que macOS Monterey simplifie énormément le redéploiement, mais pour les autres versions de macOS, notamment Big Sur et Catalina, on vous fournit une facilité grâce à Apple et au scripting avec Jamf, de pouvoir exécuter un script Start OS Install et de pouvoir réeffacer, réinstaller sans couture pour vos utilisateurs l'OS de manière très rapide. Et les 5 erreurs à éviter, donc, pensez bien à gérer vos tokens VPP par site, et notamment d'avoir un token VPP unique pour chacun de vos sites, ce qui vous permettra que vos différents MDM soient en conflit. Pas trop se précipiter sur vos projets, ça c'est vraiment un point extrêmement important. Réfléchissez bien, et notamment, c'est avec le dernier point que je viens de citer, de ne pas oublier de tester. Trop contrôler l'utilisateur et d'être trop contraignant, ça peut se retourner contre vous, et donc évitez de trop contrôler vos utilisateurs et faites vraiment une balance entre la sécurité et l'expérience utilisateur. Et enfin, la dernière erreur à éviter, c'est de supposer que les utilisateurs connaissent la technologie. Et pour ça, une petite formation s'impose, un petit guide, quelques petites vidéos tuto, ça peut vraiment aider certains utilisateurs à passer le cap, surtout s'ils ont des nouveaux utilisateurs qui utilisent les technologies Apple. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, les quelques ressources supplémentaires qui sont fournies par Jamf, à commencer par nos services d'onboarding personnalisé sur place ou à distance, des formations qui vous permettront de devenir un expert de Jamf et d'élargir votre portail de compétences. On a vu aujourd'hui quelques exemples de best practice, mais lors de ces formations, vous irez beaucoup plus loin sur l'utilisation de Jamf, sur l'utilisation du scripting de nos API. Vous pouvez même devenir jusqu'à un niveau expert Jamf 400. Donc c'est vraiment très important. Et puis nous fournissons également des ressources en ligne qui sont disponibles pour tous nos clients et également pour les personnes qui découvrent l'écosystème Apple. Et ça c'est vraiment super important. Et enfin, Jamf fournit un support de classe mondiale pour échanger avec des experts Apple 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour nos formules d'assistance premium. Dernier point, n'oubliez pas de vous inscrire, parce que nous sommes rien sans vous, nos clients. La communauté Jamf Nation en est la preuve. 100 000 membres aujourd'hui inscrits sur cette communauté qui échange au quotidien sur toutes les nouveautés Apple, sur les nouveautés de Jamf et sur la façon de gérer au mieux et d'intégrer au mieux les appareils Apple au sein de votre organisation. Et donc vous pouvez dès à présent vous créer un compte gratuit pour participer à la discussion. Merci de nous avoir écoutés. On va passer à la phase de questions-réponses. Mais avant ça, juste pour rappel, si vous avez loupé le début, vous pourrez retrouver cette session sur notre site jamf.com, sur notre chaîne YouTube, et on enverra également l'enregistrement par email dès qu'il sera prêt.
Si vous êtes prêt à commencer avec nous un nouveau projet, vous pouvez scanner le QR code pour entrer en contact directement avec Jamf. Et puis si vous avez des questions et que vous souhaitez on ait une discussion supplémentaire, vous pouvez nous joindre directement à l'adresse france@jamf.com et nous vous répondrons.